justice est rendue au nom du peuple. L'armée agit au nom du peuple. Même le chef, l'exécutif, agit au nom du peuple. Maintenant, quand tu tues le peuple, tu tues ça au nom de qui? C'est pourquoi jusqu'alors, c'est là où le bas blesse. Il faudrait que Jean-Claude Sipamio vienne dire aux Gabonais, plus précisément à moi, qui l'a envoyé et au nom de qui et pour qui il agit. Quand je parle de nous, c'est parce que quand je suis arrivé, j'avais trouvé Alain Bella et Stempy Love Obama. Je les avais trouvés là-bas. D'abord, comme j'ai su, c'est peut-être que c'est Stempy qui était à côté et Alain Bella qui dormait aussi à côté de moi. C'est peut-être, c'est quelque temps après, ils ont été kidnappés. Mais je vous dis que pour savoir, c'est que les gars sont que les gars sont sadiques. Stempy me relate qu'il a accompagné sa petite amie qui allait faire les visites à l'hôpital. Donc, c'est ce qu'il me relate en prison, qu'il a accompagné sa petite amie qui allait faire les visites à l'hôpital de Mélène. Donc, quand il rentre, on demande l'argent de la consultation. Imaginez-vous votre femme enceinte, vous l'accompagnez à l'hôpital. Donc, vous dites à madame, non, bon, l'argent est dans la voiture, m'avez cherché l'argent dans la voiture. Donc, dès qu'il va dans la voiture, donc les gars nous suivaient depuis, ils l'ont kidnappé. En plein hôpital, donc sa femme, sa petite amie enceinte est restée devant l'infirmière en train d'entendre son petit ami qui est allé chercher de l'argent pour venir payer la facture. Vous voyez combien de fois les gars sont sadiques? Alain Bella, pour lui, me disait qu'il était en train de marcher au niveau de l'arborentum. Parce que il était en train de marcher, une voiture est venue, on l'a soulevé, boum, on l'a mis dans la voiture, on l'a amené. Parce que Stempy, on a d'abord pris Alain Bella, je pense 2 jours après, on a pris Stempy. Moi, si j'ai bonne mémoire, c'est 5 ou 6 jours après qu'on m'a pris. Je ne sais pas si vous connaissez le B2, parce que le B2, il y a 2 directions. Il y a la direction de la contre-ingérence et la direction des affaires quoi là. Mais non, ceux qui font ces gangsters-là, c'est la direction de la contre-ingérence. Eux, ils sont au premier étage. Donc, quand vous rentrez, à l'ancienne disposition, c'est que quand on arrivait au premier étage, le bureau droit, c'était le bureau du directeur, Sipamio. À gauche, c'était le DGA. Et à côté, juste, c'était la salle de réunion. Donc, la salle de réunion, c'est là où on dormait avec les militaires, menottés et consorts. Donc, même quand on arrêtait les acteurs politiques, qu'on venait les auditionner et consorts, nous, on était à côté, on écoutait. Même quand ils arrêtaient les gardes, ceux qui ont détourné l'argent et consorts, les entrepreneurs, on les auditionnait, nous étions souvent à côté parce qu'on les auditionnait souvent dans le bureau du DGA. Et après ça, s'il fallait qu'ils dorment là-bas, même quand ils ont arrêté mon père, Ntuntu Meman, nous on était, ils l'ont amené à côté, la chance que le peuple s'est levé, il n'a même pas dormi là-bas, il est rentré chez lui, en 2018. Après chaque élection présidentielle au Gabon, on fait un recrutement dans les corps. Les corps font recrutement. Donc, en 2016, Jean-Claude Sipamio est nommé directeur général de la direction générale de la contre-ingérence. En ce moment, il y a une promotion qui est en formation à l'école de Mouila, dans la gendarmerie, dans l'armée, l'armée de l'air, l'armée des terres, Béret Rouge et consorts. Donc, dans tous les corps, Jean-Claude Sipamio a pris les éléments. Et ces éléments, il les a mis à son service au B2. Donc 80% de l'effectif qui était à son service au B2, c'est des gars qui sortaient de l'école. Qui n'avaient aucun discernement.
Donc, c'est des gars qui n'ont jamais eu de salaire. Moi, j'ai connu même les salaires de tout le monde, de tous les agents là-bas. À l'époque, ils étaient payés à combien? 150 000. C'est le salaire des ménagères. Les femmes, c'est le salaire des femmes des ménages. Et c'est pour ça, parce qu'on leur donnait aussi une prime de 50 000 chaque 3 mois ou chaque 4 mois. On les appelle, on leur distribue 50 000, 50 000. Parce que les gars faisaient quoi? Une rotation. Une équipe dort avec vous aujourd'hui. Il arrive le matin, il dort avec vous. Une équipe de 4 dort avec vous aujourd'hui. Il dort ce soir. Demain soir, jusqu'à demain. Après-demain, il part le matin, une autre équipe remplace. La seule personne qui était là régulièrement, c'était la fille qui nous faisait à manger. La fille venait, elle habitait presque là. C'est qu'il faisait quoi? Même quand tu as envie d'aller te soulager, puisque les toilettes sont en bas. Donc on arrive, on bloque tous les usagers. Même les militaires, on les bloque. Nous, on passe cagoulé, on va se soulager. Maintenant, ceux qui étaient informés, c'est souvent les gradés, qui étaient informés que nous étions là-bas. Parce qu'ils ne voulaient pas de fuite. Dès que vous rentrez maintenant, ils peuvent laisser les gens circuler. Ne venez dans notre salle, rien que les gars du cercle. Les seuls anciens militaires qui pouvaient rentrer là-bas, c'est le chauffeur, l'aide-camp de Sipamio et consorts. Si ce n'est pas ça, c'est son cercle qu'il a recruté en Corée. C'est un escadron qu'il a formé. Maintenant, il y a quelqu'un comme celui qui m'a mis le courant. Lui, là, c'est un ancien militaire. Mais ça, c'est son homme de main. C'est son homme de main. Il est avec lui partout, il passe. Bon, depuis que je suis sorti, j'ai croisé plusieurs fois certains. D'abord, le Gabon était un petit pays. Hein. Ça, il faut vous rassurer que le Gabon était un petit pays. C'est pas un secret. Même comment il s'appelle, Hitman, qui me torturait. Je pensais que c'était l'enfant. Sa mère plante là-bas. Elle vend dans les marchés là. Oh Seigneur. Et c'est que je vous dis même, vous savez, celui qui l'a fait rentrer à l'armée, c'est Ramanda. Il était quoi? Colonel, non? C'est lui qui l'a fait rentrer à l'armée. C'est pas comme l'a dit, c'est lui-même qui me l'a dit. Je ne sais pas s'il faisait ça parce qu'il voulait montrer que bon, c'est son parent qui l'a amené à l'armée, son parent a des problèmes avec le régime. Lui, il doit montrer qu'il est différent de son parent. Nombreux sont encore là-bas. Nombreux sont encore là-bas, d'autres ont été un peu... Puisque Jean-Claude Sipamio est au garage, il a eu le galon de général grâce à... après m'avoir kidnappé. C'est ça qu'il faut appeler des militaires. C'est ça qu'ils appellent des militaires. En principe, tu arrives, tu kidnappes un civil, tu penses que tu es fort, tu es militaire, quoi. Bon, moi, c'est ce que je dis souvent, que même quand un militaire arrive avec une arme, même si tu veux m'abattre avec une arme, tu es un rigolo. Parce que c'est comme un enfant, un homme de 40 ans, un homme de mon âge, qui fait la force sur un enfant de 5 ans. Tu es un rigolo. Un militaire, tu arrives, tu viens me kidnapper, comme ils font dans les quartiers, ils me prennent les revolvers, ils mettent sur les... pour montrer que nous sommes des agents, c'est des rigolos. Un vrai militaire fait ce qu'un civil ne peut pas faire. Mais quand tu retournes les armes comme un civil, tu es un rigolo. Tu n'es pas un militaire, tu es un rigolo. Le président Thomas Sankara disait qu'un militaire sans culture politique n'est rien qu'un assassin en puissance. Et moi j'ajoute qu'un militaire sans culture politique et esprit patriotique n'est rien qu'un assassin en puissance. Si le militaire ne sait pas pour qui il travaille, c'est un rigolo. Si le militaire ne sait pas qui le paye, c'est un rigolo. Notre sortie s'est organisée comment? C'est que, comme ils sont arrivés, ils ont compris que tout ce qu'ils ont tenté comme démarche, bon, on devait aller à l'étranger, plus précisément en Afrique du Sud, prendre des selfies là-bas, qu'on n'avait pas, on n'avait pas été kidnappés, on n'avait pas de problème. Nous avions fait un voyage discrètement. Et quand
c'est arrivé à mes oreilles, ils sont venus me faire une proposition de ce genre. Je leur ai posé la question, quoi, vous me prenez pour un con? Quand vous êtes venu me kidnapper, vous avez tiré sur ma voiture devant les gens. Donc les gens n'ont pas vu, vous pensez que c'est un film qu'on tournait? Et donc ils ont décidé un matin qu'ils doivent nous libérer. Ils sont venus avec des tenues blanches, chapeau, comment ça s'appelle, soutane, et des paires de babouches blanches que je garde comme souvenir, d'ailleurs, que je garde comme souvenir. Ils sont venus, ils nous ont remis chacun nous sa tenue, on s'était habillés et on nous a fait rentrer dans le bureau de Jean-Claude Supamier, qui nous a dit, bon, écoutez, en réalité, moi, m'a donné l'ordre de vous éliminer physiquement. Mais je n'ai pas voulu vous tuer, j'ai trop tué les gens à Bangui. Maintenant que je suis là, vous êtes des Gabonais, donc vous partez, personne ne doit parler là où vous étiez. Mais j'ai négocié votre survie. Donc grâce à moi, vous vivez. Sans ça, vous deviez être éliminé. Mais celui qui ira parler là où vous étiez, vous seriez assassiné. Parce que ce qui vous arrivera, je ne serai pas plus responsable. Il a rappé ce qu'il a voulu rapper. Bon, moi ce que je voulais, c'est que je sois dehors. Et il nous a remis chacun de nous une enveloppe de 300 000 pour prendre le taxi. Et dès que nous sommes sortis avec quelques militaires. Parce qu'ils ont gardé tous nos effets là-bas. Nous sommes ressortis rien qu'avec les tenues blanches. Les seules choses qu'ils nous ont rendues, moi, ils m'ont rendu mon téléphone qui était avec moi. Et comment ça s'appelle, le portefeuille. Le reste des choses, ils ont gardé. Donc, nous sommes descendus, nous sommes allés monter dans la voiture des militaires. Je pense un Velera ou quoi, comment ils appellent leur voiture militaire. Nous sommes sortis, ils sont allés nous laisser derrière UGB, vers l'église juste à côté de l'église de Marc Durtal, à UGB, en ville. Donc, c'est là où ils nous ont déposés. Et ils ont refait demi-tour. Nous avions pris les taxis pour rentrer chez nous. Il faisait minuit par là, 23h minuit. 23h minuit. T'as une heure tardive. Voilà. Et c'est là quand je suis sorti où 11 mois après, ils m'ont encore repris pour m'envoyer en prison. Le 2 janvier 2018, quand on me kidnappe, ils prennent ma voiture, ils vont la laisser dans le commissariat du 5e arrondissement à Sogato. Donc depuis le B2, je suis informé que ma voiture se trouve à Sogato. Quand je sors, je raconte le commissaire, on échange, je lui dis c'est ma voiture. Il me dit d'accord, il faut amener les pièces, une des pièces justificatives pour prouver que c'est votre voiture. J'ai dit mais les pièces justificatives, la carte grise était dans la voiture. L'assurance, tout, le permis, tout était dans la voiture. Quelle pièce? Il dit non, il faut juste amener une pièce justificative. Donc je me suis débrouillé à trouver une copie, je lui ai apporté la copie, il m'a dit d'accord, mais je ne peux pas vous donner la voiture sans l'autorisation, la haute hiérarchie. Je suis allé, j'ai écrit au comment ça s'appelle, celui qui commande les commissariats, là, vous appelez ça comme au préfet de police. J'ai écrit au ministre de la Justice pour rentrer en possession de ma voiture. Comme on connaît le Gabon, personne ne m'a répondu, personne ne voulait me donner ma voiture. 11 mois plus tard, on m'appelle pour me dire qu'il faut venir récupérer la voiture. Je suis allé, j'ai amené la presse, j'ai fait une déclaration devant le commissariat. Et cette déclaration, ils m'ont encore arrêté maintenant pour trouble à l'ordre public, incitation à la révolte et outrage au président de la République. Heureusement que les autres motifs ont été disqualifiés. Parce que le plus souvent, même dans les commissariats, on ne trouve pas des... Le plus souvent, le commissaire, tu ne trouves pas que c'est un commissaire. Il n'est pas là pour le peuple. Il est même plus... Il représente le PDG plus que le secrétaire général du PDG.
Parce que le commissaire que j'avais trouvé à l'époque là-bas, ce n'était même pas le commissaire, c'était pas un commissaire, c'était le secrétaire général du PDG. Parce qu'il ne sait même pas, il ne sait pas pourquoi, comment on peut qualifier le trouble à l'ordre public. Il ne sait pas ce qu'on appelle incitation à la révolte. Donc, ils m'ont arrêté, ils m'ont envoyé en prison et j'ai été jugé et condamné à 1 an de prison pour outrage au président de la République. Donc, je suis sorti le 9 octobre 2020. Dans le commissariat, même la voiture a été désossée. Il y a le procès verbal de l'huissier de justice qui fait foi. La voiture a été désossée jusqu'au moteur dans un commissariat. Donc, ils m'ont dépiécé la voiture dans un commissariat. Et après ça, je suis allé parce qu'il faudrait que... Il faut tout retracer. J'ai saisi l'Union européenne. J'ai saisi l'ONU. J'ai saisi la Cour... La Cour nationale, ils appellent ça comme la Commission nationale des droits de l'homme. J'ai saisi le Premier ministre. J'ai saisi le ministère de la Justice. Parce que j'ai porté plainte. Il faudrait que ces militaires répondent de leurs actes. J'ai été kidnappé, séquestré. Parce que là où le bas blesse, c'est quoi? Quand je suis kidnappé, ma famille porte plainte contre X pour kidnapping. Je ressors. Le procureur de la République, aucun magistrat ne me demande où j'étais. J'organise une conférence de presse. Aucun magistrat, même pas le procureur de la République, cherche à savoir où j'étais. Même pas un élu. Mais 11 mois plus tard, on m'arrête à cause du même problème, on m'arrête pour outrage au président de la République. La justice s'est auto-saisie. À ce niveau, la justice est maintenant prompte à m'arrêter. Tandis que moi qui ai été kidnappé, séquestré pendant 1 an, la justice est restée muette. Quand je sors, j'organise une conférence de presse. La moindre des choses, c'est quoi? La justice s'auto-saisit au moins. Maintenant, si la justice ne s'est pas auto-saisie, je dépose une plainte. Vous savez ce qu'on me dit au tribunal? Non, tu ne dois pas porter plainte. Parce que j'avais porté plainte. J'ai porté plainte à l'armée. J'ai fait une plainte contre l'armée gabonaise, le ministère de la Défense, une plainte contre le B2, une plainte contre la présidence de la République, parce que le B2 est une direction de la présidence de la République. On me dit non, il faudrait que je porte plainte contre un individu. Je vais changer la plainte, je porte plainte contre Jean-Claude Sipamio. On me dit non, il faudrait que j'aille demander l'autorisation au ministère de la Défense. Parce que c'est un général. Donc un général peut venir vous assassiner, c'est un général, il faut aller demander l'autorisation. Vous voyez dans quel pays on vit? Pour avoir été à la prison centrale, il y a 3 types de justice. Il y a une justice qui semble être un peu équitable, c'est la justice des voleurs de boîtes de sardines. Mais quand ce sont d'autres affaires, il n'y a pas de justice au Gabon. C'est une jungle. Je pèse bien mes mots, c'est une jungle. Parce que la justice au Gabon est un appareil pour appliquer l'injustice contre le peuple. La justice au Gabon n'est pas rendue au nom du peuple gabonais. La justice au Gabon est rendue au nom du PDG. Maintenant, qu'est-ce que j'attends? Est-ce que j'attends quelque chose de la justice gabonaise? Oui et non. Oui, parce qu'ils sont payés par l'argent du contribuable. Donc, ils doivent faire leur travail, lire le droit. Ils ne sont pas payés par l'argent du PDG. La justice est rendue au nom du peuple, doit être rendue au nom du peuple gabonais. C'est pourquoi j'attends quelque chose d'eux. Non, parce qu'ils m'ont déçu. D'ailleurs, il y a un ministre de la Justice qui avait dit que la justice gabonaise est corrompue. Et même le président du syndicat des magistrats l'avait dit.
Et eu égard à l'actualité judiciaire, la Corporation des magistrats voudrait ici, et de manière énergique, dénoncer les agissements des officiers de police judiciaire, des services de renseignement et spéciaux qui considèrent que le Gabon est un pays de non-droit. Chers collègues, chers camarades, mesdames et messieurs, peuple gabonais, il est vrai que nul n'est au-dessus de la loi, même pas le juge qui rend la justice en votre nom. En lieu et place des passerelles de communication entre les différents pouvoirs prévus par Montesquieu, il existe aujourd'hui des véritables boulevards créés et entretenus par le pouvoir exécutif, lui permettant de faire ce qu'il veut et quand il veut, à qui il le veut. Cette assertion s'illustre par la chosification faite à notre justice, la transformant en une simple justice de distraction et de règlement de compte. Oui, peuple gabonais, nous disons haut et fort, ce jour que le pouvoir exécutif instrumentalise la justice de notre pays. Donc, si c'est à ce niveau, je n'attends plus rien d'eux. Parce qu'ils m'ont prouvé à suffisance que le Gabon, il n'y a pas une justice, c'est la loi du plus fort. Maintenant, à l'international, oui. Bon, avec tous les avocats qui sont autour qui suivent le dossier, ce sont eux qui ont le timing. J'attends quelque chose et c'est quelque chose, la justice internationale. Oui, parce que je me battrai jusqu'à la dernière goutte de mon sang pour que justice me soit rendue. Même si c'est au péril de ma vie, je me battrai pour que justice me soit rendue, pour que les coupables répondent de leurs actes. Oui, c'est vrai, la question de dire est-ce qu'on peut trouver des arrangements à l'amiable. Les arrangements à l'amiable, oui, c'est vrai, j'ai besoin d'argent. Mais l'argent ne vaut pas, c'est pas d'abord l'argent qui m'intéresse. Je veux que les coupables répondent d'abord de leurs actes. Chaque militaire qui m'a torturé doit d'abord répondre de ses actes. Ce n'est pas l'argent qui est d'abord important. C'est vrai que j'en ai besoin. Parce que beaucoup de gens pensent que si je les poursuis parce que j'ai besoin d'argent, parce que je veux faire la pression. Non. Mais parce que ça me fait mal qu'un militaire qui est payé par l'argent du contribuable se retourne les mêmes armes contre le peuple qui le paye. C'est pourquoi, même s'il faut payer de ma vie, je payerai de ma vie pour que ce procès ait lieu. Le préjudice moral ne peut pas s'estimer. 1 an de séquestration, 306 jours de séquestration. Est-ce qu'on peut estimer ce qu'a subi ma mère? Ma mère devient hyper tendue. Est-ce qu'on peut estimer ce qu'a subi mes frères, mes oncles, toute ma famille? Ça, c'est la famille élargie. Est-ce qu'on peut estimer ce qu'a subi le peuple gabonais? Est-ce qu'on peut estimer ce qu'a subi les gens de Moabi? C'est inestimable. Maintenant, est-ce qu'on peut estimer ce qu'a subi ma femme et mes enfants? Ils peuvent estimer ça. Personne ne peut estimer ça. Ce qu'ils ont subi comme préjudice, l'absence de leur papa, est-ce qu'il vit, est-ce qu'il est mort? Aujourd'hui, ma femme, mes enfants sont exilés. Même quand tu parles à ma femme du Gabon, elle te dit « Oh !» Même quand tu parles à un de mes enfants, du Gabon, « Oh !» Donc, c'est vraiment le préjudice, c'est énorme. Parce qu'en principe, même moi-même resté au Gabon, je suis comme un zombie maintenant. Parce que les gens ne comprennent pas qu'après tout ça, je sois encore au Gabon. Je suis devenu hyper tendu à cause de ça. Aujourd'hui même en marchant, quand tu marches, une voiture s'arrête brusquement à côté de toi. Tous les esprits se lèvent. Tu penses que ce sont encore les gars du B2 qui sont derrière toi. Quand tu marches même, quelqu'un arrive
Dès qu'il vient t'attraper brusquement derrière, les esprits se lèvent. En principe, si c'était dans des autres pays, j'aurais même croisé des psychologues. Si c'était dans d'autres pays, comme chez les Blancs. En principe, je suis un malade qui s'ignore. Ça, il faut le reconnaître. Parce que quand tu n'es pas fort d'esprit, ça te fait cultiver ce qu'on appelle la haine. Quand tu as subi ça, et la justice ferme les yeux. Quand tu as subi ça, tu vas parler à quelqu'un. Tu sais qui est censé te protéger. Comme un juge, comme le procureur, comme magistrat, qui a le droit de t'écouter, qui te dit non, je n'ai pas envie de t'écouter. Ça fait rebeller. C'est pourquoi vous avez vu des gens, le terrorisme mené dans les autres pays. Il faudrait qu'ils sachent, que ce soit les magistrats, que ce soit le régime PDG, il faudrait qu'ils sachent que la prison décourage quelqu'un qui n'est pas en quête de liberté. Quelqu'un qui n'est pas convaincu. La prison décourage quelqu'un qui a besoin de quelque chose. C'est pourquoi il est devant. Mais si c'est quelqu'un qui sait ce qu'il défend et pourquoi il défend, ce n'est pas la prison qui peut le décourager. Encore moins les sévices. Mais plutôt, ça rebelle. Parce que la prison aurait découragé Mandela. 27 ans de prison. Il faudrait qu'ils comprennent ça. Et il faudrait que la justice comprenne que quand on utilise la justice pour appliquer l'injustice, ils garantissent la révolte. Il faudrait qu'ils comprennent ça. Hein? Quand on utilise la justice pour appliquer l'injustice, ils garantissent la révolte. Me demander si je peux arrêter le combat. C'est comme si vous demandez à un malade du cancer qui a une maladie chronique de ne plus prendre les médicaments. Parce que la libération du Gabon, pour moi, c'est pas une option. C'est pas que je réfléchis, qu'est-ce que je dois faire. Ou bien j'ai déjà rêvé un jour. J'ai réfléchi pendant plus de 10 fois. Déjà quand j'étais kidnappé, pendant plus de 1000 fois au B2. Quand j'étais kidnappé au B2. Si je pouvais arrêter ce combat. Même quand on venait me parler, si je pouvais rallier le PDG. Quand je suis encore allé en prison, j'ai réfléchi pendant plus de 1000 fois. J'ai trouvé 1000 raisons de m'opposer au PDG. J'ai trouvé une seule de rallier le PDG. C'est laquelle? Celle de s'opposer contre moi-même et contre ma conscience. Donc, me poser la question qu'avec tout ça, est-ce que je ne peux pas arrêter le combat? Je voudrais vous répondre. Je voudrais vous répondre sincèrement par quelques anecdotes. Vous savez, seuls ceux qui continuent ce combat, seuls ceux qui lisent l'invisible, ceux qui voient l'invisible, ne continuent ce combat, seuls ceux qui voient l'invisible, parce qu'ils sont capables de rendre l'impossible possible, avec la bénédiction du bon Dieu, bien sûr, et ses faveurs. Donc, si tu ne lis pas si tu ne vois pas l'invisible, tu ne peux pas continuer ce combat. Et moi, comme j'ai foi, vous savez, les Saintes Écritures nous apprennent quelque chose. Qu'est-ce que les Saintes Écritures m'enseignent? Les Saintes Écritures disent que Pharaon était au balcon ensemble que Moïse. Tandis que Pharaon voyait le peuple, les esclaves travailler. Moïse, au même balcon, à la même heure, à la même seconde, il voyait le peuple se libérer. Donc cette lutte, c'est d'abord une lutte d'esprit. Et dans toutes les luttes, il y a ceux qui veulent se faire un nom et ceux qui veulent marquer l'histoire. Je ne suis pas dans cette lutte parce que je cherche des biens matériels. Je suis dans cette lutte parce que je dois libérer le Gabon. Donc penser abandonner ce combat, c'est utopique. C'est juste, ce sont des blagues. J'irai jusqu'au bout, jusqu'à la libération du Gabon.